Ou le troisième. C'est bon? Bon, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui s'ouvre un cycle de conférences organisé par Surfrider Foundation Europe, en particulier aujourd'hui donc sur l'obsolescence programmée. C'est un cycle qui sera suivi d'une prochaine conférence le 23 avril sur les déchets aquatiques. Donc je vous invite aussi à y assister. Surfrider travaille en particulier sur la thématique des déchets depuis plus de 20 ans et c'était complètement intelligent pour notre association aujourd'hui de se questionner sur l'obsolescence programmée, un thème dont on entend beaucoup parler ces dernières semaines, ces derniers mois. On a donc autour de nous qui nous ont fait la gentillesse de venir animer ce débat Thomas Munoz, donc directeur associé de Recycle Eco, et Christian Berdo, relais local donc de l'association Les Amis de la Terre. Alors on va commencer par Thomas, peut-être te présenter et ensuite expliquer votre démarche, et ensuite on passera la parole à Christian. D'abord Christian. Non, vas-y. Bon, d'accord. Il y a un ordre, on respecte. On va respecter. Ça marche? Non. Tant pis pour ceux qui sont présents, vous le saurez pour la prochaine conférence. Je vais essayer de parler assez fort, mais je n'ai pas la voix qui porte. Je m'appelle Christian Berdo et je suis ici en voisin, puisque je viens des Landes. Et je suis membre du groupe local d'une association qui est un réseau écologiste. C'est le premier réseau écologiste mondial qui s'appelle les Amis de la Terre. Alors, juste un mot sur ce que sont les Amis de la Terre. Et une des raisons pour laquelle j'y suis, c'est premièrement parce que c'est un réseau, c'est-à-dire c'est un fonctionnement totalement horizontal. Lorsque tous les 2 ans nous avons notre Assemblée Générale Mondiale, le représentant de Haïti a une voix comme le représentant des États-Unis. Et c'est un réseau dans lequel les groupes du Sud sont de plus en plus importants, ce qui fait que l'écologie dont on parle aujourd'hui aux Amis de la Terre, c'est pas une écologie qui est décidée pour faire caricaturale par des Blancs à New York, à Londres ou à Berlin. C'est une écologie qui est celle des peuples sur le terrain qui souffrent, en particulier les peuples du Sud. Et les thématiques de ces gens-là sont de plus en plus présentes dans les dossiers que nous travaillons, parce qu'une bonne partie des problèmes que connaissent nos collègues du Sud sont dus ont leur source ici dans le Nord, et sont dus en particulier à la surconsommation dont on va parler avec le thème de ce soir. Alors, juste un mot sur moi. J'espère que vous serez indulgents parce que c'est un thème que je n'aborde d'habitude pas du tout, puisque les thèmes que j'aborde pour les Amis de la Terre, c'est plutôt les OGM, les agrocarburants, l'accaparement des terres, ce genre de choses-là. Mais là, j'ai essayé de bûcher un peu le sujet pour ne pas vous dire trop de bêtises ce soir et pour essayer d'apporter des informations. Voilà, et je passe la parole à Thomas. Merci. Donc Thomas Munoz, je suis directeur de la société Recycle Eco, directeur du site de Bayonne et de Pau. Donc nous sommes une entreprise d'insertion qui fait du réemploi, donc de la récupération d'appareils électroménagers principalement, mais d'autres appareils, motoculture, outillage, sport, etc. Nous remettons en état ces appareils pour leur donner une deuxième vie. Puis nous les revendons dans nos réseaux de magasins en le proposant à des prix bien évidemment plus attractifs que du neuf. Voilà. Donc, mais après je vous présenterai une petite diaporama avec un peu plus d'explications sur notre fonctionnement ici au niveau local. Voilà. Bon, donc on va enchaîner. J'ai présenté ce qu'étaient les Amis de la Terre au niveau international. Au niveau français, et avec nos collègues européens, on utilise un concept qui a quand même déjà pas mal d'années, mais qui n'est pas très connu, et qui s'appelle l'espace environnemental. L'espace environnemental, c'est une idée très simple. La Terre, notre planète Terre, met à disposition des humains un budget écologique annuel, et on le divise par 7 milliards d'humains. Et
à ce moment-là, on a en gros une idée de la part du budget de la planète que l'on peut utiliser. Comme vous le savez certainement, nous dépassons très très largement la part qui nous revient. Et contrairement à l'empreinte écologique qui nous explique qu'on consomme des planètes, 3 ou 4 planètes, je les cherche toujours, je ne sais pas où sont ces planètes, moi je ne connais qu'une planète, c'est celle que j'ai sous les pieds. Donc je ne consomme pas 3 ou 4 planètes, je consomme la part d'autres humains. Et ça, c'est un autre discours que les histoires de planètes virtuelles que l'on surconsomme. Il faut être très clair, notre surconsommation se fait aux dépens d'autres humains et se fait aux dépens des générations futures. Et toute notre action aux Amis de la Terre, quels que soient les sujets que nous abordons, a pour objectif d'essayer à ce que notre consommation rentre dans le territoire qui nous revient. C'est-à-dire qu'on essaye de diminuer notre consommation d'énergie, voir par exemple dans les transports quels sont les projets qui sont des projets nuisibles, quels sont les projets qui vont nous amener à pouvoir rentrer dans notre espace écologique. Alors il était bien évident que lorsqu'on s'attaquait à ces problèmes-là, que le problème de la surconsommation, le problème des déchets allait apparaître rapidement. Et on s'est donc posé la question de savoir pourquoi il y avait toujours plus de déchets, et en particulier certains déchets, les déchets de produits manufacturés. Et c'est pour cela qu'en 2010, on a sorti un rapport, et on l'a sorti conjointement avec le Centre national d'information indépendante. Le mot indépendante est quand même pas négligeable. Le CNID, le Centre national d'information indépendante sur les déchets. Et le titre de ce rapport, qui est paru en 2010, était « L'obsolescence programmée ». C'est un mot qui auparavant était, pour ainsi dire, absent du vocabulaire du citoyen français, sans parler du citoyen moyen. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, ce vocabulaire a vraiment avancé. Beaucoup de journalistes se sont penchés sur la question, presse écrite, presse télévisée, des associations, pas mal de citoyens aussi se sont posés des questions sur cette obsolescence programmée qui est le fait que lors de la conception d'un produit, l'industriel, au lieu de chercher à mettre sur le marché un produit qui pourra être utilisé le plus longtemps possible, au lieu de chercher le service maximum et le plus long possible, l'industriel cherche au contraire à limiter la vie du produit. Et donc on s'aperçoit que des produits ont été conçus de façon à ce que, au bout d'un certain nombre d'années, ces produits ne puissent plus être utilisés, qu'on soit obligé de les jeter. Et dans ce rapport de 2010, on abordait en particulier le problème de l'électroménager, et cette idée d'obsolescence programmée, on la sentait de façon diffuse. Moi, quand je repense aux réfrigérateurs des gens un peu plus âgés que moi, de mes parents, de la génération de mes parents, j'allais voir des gens de cette génération-là, le réfrigérateur avait 40 ans, l'aspirateur avait 30 ans, le grille-pain avait un nombre d'années absolument, déjà importante, et ce grille-pain peut encore fonctionner 10 ans, 20 ans, 30 ans. On avait donc des objets qui nous paraissaient absolument inusables. Et lorsqu'on comparait avec les objets que nous avions, au bout de 10 ans, il commençait, dans le meilleur des cas, il commençait à y avoir des problèmes ensuite, etc. Et donc cette idée d'obsolescence programmée, on n'avait pas de nom pour désigner un phénomène, mais on avait quand même bien l'impression que la vie des produits manufacturés avait diminué comparé aux produits de la génération de nos parents. Et en recherchant dans ce dossier de 2010, nos collègues ont bien vu qu'il y avait des procédés de fabrication qui faisaient que les objets duraient moins longtemps.
vous avez des machines à laver avec toujours plus d'électronique. Donc ce qui pète ce qui pète le plus souvent, c'est l'électronique. Donc vous avez le tableau électronique qui lâche. La machine, elle peut encore fonctionner, mais l'électronique ne fonctionne plus. Donc vous pouvez même pas démarrer votre machine à laver. Et il y a un chiffre qui est intéressant parce qu'il y a une étude qui a été faite pour étudier le comportement des consommateurs. Ils se sont aperçus que lorsque une réparation atteint à peu près un tiers du prix global de l'appareil, très souvent, si l'appareil a déjà un certain nombre d'années, les gens préfèrent acheter un appareil nouveau. Donc on peut être à peu près sûr que sur un appareil conçu pour être obsolète au bout d'un certain nombre d'années, le prix de la partie qui est censée péter en premier, le roulement de la machine à laver, la partie électronique, etc., sera calculé de façon... Il y a une forte probabilité pour que le prix ne soit pas loin de ce fameux 30% psychologique qui fait que les gens sont prêts, au lieu de réparer, à acheter un nouvel appareil. Le coût des réparations est effectivement un des arguments massus. Quand on voit pour tel ou tel appareil le coût de la réparation, très souvent que nous disent les vendeurs, il vaut mieux acheter un nouvel appareil. Ça, c'était donc dans ce premier rapport. Et on a continué à rechercher là sur ce sujet et on s'est penché sur un nouveau domaine. On a laissé un peu de côté l'électroménager. On s'est penché sur un domaine qui est aujourd'hui un des fers de lance de la croissance économique. C'est tout ce qui concerne le domaine électronique, l'informatique, c'est-à-dire ce sont les MP3, les consoles de jeux, les ordinateurs, les téléphones portables, smartphones, etc. Et là, on s'est aperçu aussi que l'obsolescence programmée battait son plein. En plus, ce sont des domaines où aujourd'hui, lorsqu'on parle des chiffres d'affaires mondiaux que cela représente, les volumes d'affaires que cela représente au niveau mondial, c'est en centaines de milliards de dollars que l'on parle. Donc on a affaire à des sommes extrêmement importantes et donc le fait que le renouvellement soit accéléré, c'est effectivement extrêmement intéressant pour les quelques firmes qui dominent ce domaine. Si on parle des téléphones portables, il faut savoir qu'il y a 5 firmes qui à elles seules contrôlent 75% des ventes de téléphones portables dans le monde. Et si vous prenez les smartphones, et là vous allez comprendre toute l'utilité des campagnes de promotion à la Apple qui sont faites dans le monde, les ventes de smartphones par Apple et par MIR qui est le fabricant des Blueberries, ça représente 5% des portables qui sont vendus dans le monde. Par contre, ça représente 58% des bénéfices. 5% des appareils vendus, 58% des bénéfices. Et là, on touche directement à un phénomène nouveau, c'est le phénomène de ce qu'on appelle d'obsolescence programmée psychologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parmi les types d'obsolescence qu'il y a qui concernent le matériel électronique, il y a bien entendu l'obsolescence technique, telle ou telle pièce de votre appareil qui ne tient pas le coup. Mais aujourd'hui, un élément extrêmement important, c'est l'obsolescence psychologique. L'obsolescence psychologique, c'est très simple. Vous avez un appareil qui fonctionne absolument normalement, mais on vous met dans la tête que cet appareil est dépassé, que cet appareil est ringard, qu'il faut absolument le nouvel appareil, la nouvelle application, etc. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui un marché comme le marché on va parler de l'Union européenne, puisque c'est ici que nous habitons, c'est un marché qui est saturé. Donc si vous voulez un renouvellement des produits, et si vous voulez un renouvellement rapide, il faut
il faut insister, il faut ces campagnes de promotion. Vous avez des marchés comme les marchés africains où là il s'agit simplement d'abord d'équiper la population. Ici en France, je crois que le taux d'équipement en portable il est de 85%. À part quelques indécrottables comme moi et quelques vieux qui savent pas les utiliser, quoique j'en fais partie aussi, on peut dire que pour ainsi dire tout le monde a un portable en France. Donc si vous voulez en vendre plus, il faut bien arriver à ce que les gens s'en débarrassent. Et lorsqu'on regarde les campagnes de Apple, on comprend ce qu'est l'obsolescence psychologique. On nous présente ça comme si c'était un événement mondial, la sortie du dernier iPod, du dernier iPad, avec une bande de couillons qui ont passé la nuit devant le magasin, comme si c'était réellement une information à portée mondiale. Et c'est comme cela que l'on crée une dépendance psychologique, sachant en plus que la tranche d'âge qui est la mieux équipée, c'est quand même la tranche d'âge parmi les plus jeunes, et ce sont ceux qui sont les cibles les plus matraquées de ce type de campagne promotionnelle. Ensuite, on retrouve dans ce type d'appareillage, bien entendu, le même type de problème que l'on a avec l'électroménager, c'est-à-dire des stratégies de réduction de la durée d'usage. L'appareil est construit de façon, déjà dans l'idée des constructeurs, il y a une stratégie qui est mise en place pour faire en sorte que l'appareil ne dure pas très longtemps. On a un cas qui a été très connu, qui a été à l'époque assez décrié, c'est lorsque Apple a sorti son iPod. La batterie était soudée à l'iPod et ne durait que 18 mois. C'est-à-dire, quel que soit l'état de fonctionnement de l'iPod, au bout de 18 mois, comme la batterie ne durait que 18 mois et qu'elle était soudée à l'appareil, vous étiez obligé de jeter l'appareil. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des tablettes qui sont vendues le sont avec des batteries qui sont fixées ou qui sont soudées sur la tablette. Et lorsqu'on sait que avec un cycle en gros de 300 recharges, ce qui correspond suivant les usages que vous en avez entre 1 an et 3 ans, au bout de 300 recharges, la batterie devient fébrile, c'est-à-dire qu'elle commence à avoir des faiblesses et que c'est une des raisons principales pour laquelle les gens changent d'appareil. Donc le fait que la quasi-totalité des tablettes soient vendues avec des batteries fixes fait que au maximum, au bout de 3 ans, vous êtes obligé de changer de tablette parce que votre batterie commence à avoir des signes de faiblesse. Alors que normalement, il faut le savoir quand même, c'est qu'il y a une directive européenne sur les équipements électroniques qui demande à ce que les batteries ne soient pas fixées sur les appareils qu'elles équipent. Par contre, il y a une condition qui permet de les fixer, et cette condition est quand même très surprenante, c'est au cas où la sécurité de l'usager soit en jeu. Il est quand même assez étonnant de penser que les tablettes soient un objet aussi dangereux qu'il faille à tout prix fixer la batterie sur la tablette pour éviter que le consommateur soit exposé à des dangers potentiels. Ensuite, une des difficultés qu'il y a bien entendu avec tous ces appareils, c'est la difficulté de les réparer. Lorsque vous essayez de les réparer, il faut trouver les pièces. Vous avez par exemple le type même de feinte, si on peut dire, utilisé par les constructeurs. Vous l'avez par exemple encore une fois avec Apple. Un de ces iPhones, alors je ne sais plus lequel, je crois que c'est le 4 et le suivant c'est le 4S. En réalité, vous avez l'impression qu'il s'agit du même appareil, mais à l'intérieur, vous avez des pièces qui sont légèrement différentes et qui font que si vous voulez réparer un appareil avec l'autre, vous aurez des difficultés parce que ce ne sont pas les mêmes pièces. Ensuite, pour tout ce qui est électronique, une des raisons principales de l'obsolescence, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence logicielle. Aujourd'hui, le système d'exploitation d'un ordinateur, d'un Macintosh, a besoin de 32 fois plus de mémoire vive qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire que si vous aviez un vieil ordinateur et que vous voulez mettre
le système d'exploitation actuel de Apple sur votre ordinateur va ramer. Et dans le cas de Microsoft, le dernier moteur d'exploitation qui est sorti, c'est 72 fois plus de mémoire vive nécessaire qu'il y a 10 ans avec le moteur d'exploitation de l'époque. Donc ça vous montre aussi que une façon de rendre tous ces appareils électroniques caducs et de mettre, et de vendre des logiciels qui demandent de plus en plus de mémoire vive ou qui empêchent, qui font ramer les ordinateurs. Une des raisons pour laquelle on change d'ordinateur, c'est, vous entendez les gens dire, mon ordinateur rame, j'arrive pas à avoir tel ou tel logiciel dessus. Tout cela est programmé, tout cela est voulu. Donc, au niveau de l'appareillage électronique, on a donc 3 façons de programmer l'obsolescence. L'obsolescence technique, comme pour l'électroménager, difficulté de réparer, etc. L'obsolescence psychologique, c'est un gros point. Et ensuite, l'obsolescence logicielle. Alors, je voudrais juste dire un mot quand même sur le fait que toutes ces techniques nous sont présentées comme on parle de TIC verte ou de Green IT. On nous présente toutes ces techniques comme un moyen de dématérialiser. 15 minutes. Vous êtes encore attentif, c'est bien. On nous présente toutes ces techniques comme des moyens de dématérialiser notre économie. Alors dématérialiser, ça fait très bien, on a l'impression qu'il y a moins de transport, etc. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur le commerce par Internet. Et dans la mesure où pour chaque colis, vous avez un camion qui démarre à l'autre bout de l'Europe, etc., on s'est aperçu qu'en réalité, vous aviez une augmentation des transports, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, lorsque vous regardez l'énergie qui a été nécessaire à la fabrication des différents appareils et les émissions de gaz à effet de serre qui s'en suivent, pour un iPhone 5, le cycle de vie, alors on parle de cycle de vie, c'est-à-dire de la mine jusqu'à la poubelle en espérant qu'il y ait un recyclage. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est 75 kg de CO2, alors que pour un iPhone 4, ce n'était que de 55 kg de CO2. Donc vous apercevez que alors qu'on nous fait passer ces techniques comme de plus en plus vertes, comme de plus en plus soucieuses de l'environnement, respectueuses de l'environnement, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est l'inverse qui se passe. Et si vous voulez, ça c'est... À la limite, c'est notre problème à nous, consommateurs. Et ce que je voudrais montrer aussi, c'est le coût environnemental et humain que ces produits ont. Parce que nous avons le produit fini ici. Et c'est vrai que très souvent, ce sont des produits qui sont superbes. Lorsque vous regardez certains de ces produits-là, à touche tactile, etc. Oui, il y en a un à côté de moi. Quand vous voyez ce qu'on arrive à faire avec, c'est vrai que c'est fascinant. Par contre, lorsque vous regardez ce qu'il y a derrière, là, on commence à... c'est plus fascinant, c'est sordide. Toutes ces techniques-là nécessitent énormément de métaux. Lorsque vous regardez aujourd'hui la planète Terre, vous avez l'impression que c'est une taupinière. En tant que réseau international, nous sommes constamment en liaison avec des gens qui sont en Asie, des gens qui sont en Afrique, des gens qui sont en Amérique et qui nous disent les lieux où nous vivons vont être complètement saccagés par une mine d'or, une mine de cuivre, une mine d'argent. On parle beaucoup du grand barrage de Belo Monte au Brésil, mais pourquoi les Brésiliens veulent construire ce grand barrage ? C'est parce que pas loin dans l'Amazonie, vous avez des mines de bauxite et pour faire de l'aluminium que vous utiliserez après dans vos appareils, pour fabriquer cet aluminium, il faut énormément d'énergie. Donc on construit un barrage en pleine Amazonie,
on va foutre en l'air je ne sais combien de centaines d'hectares de forêts amazoniennes, expulser des peuples indigènes, etc. Et tout ça pour pouvoir utiliser le bauxite et le transformer en aluminium. Et partout dans le monde actuellement, il y a une frénésie minière. La terre est devenue une taupinière. Vous pouvez aller du Pérou, de la Bolivie, en passant par la République démocratique du Congo ou l'Indonésie. Partout, vous avez une multiplication des projets miniers, des projets énormes, essentiellement dans les mains de grandes firmes internationales qui, la plupart du temps, ont leur siège dans le nord. Et une des raisons, c'est pour fournir notre boulimie de matériaux. Alors, je voudrais juste vous citer plus précisément quelques problèmes liés à certains des produits que nous avons dans ces appareils électroniques. Le lithium. Alors, vous regardez aujourd'hui, presque toutes les batteries que vous avez sur vos appareils sont des batteries au lithium. Le lithium, c'est un métal très rare que l'on trouve actuellement, pour ainsi dire, les mines actuellement. On en trouvera ailleurs dans les années qui viennent, mais pour l'instant, l'essentiel des mines est concentré dans une toute petite région qui est sur l'altiplano dans les Andes. Là où se touchent trois pays, l'Argentine, le Pérou et la Bolivie. Et là, vous avez des paysages absolument fantastiques, d'une beauté absolument unique sur la planète. C'est les grands salars. Ce sont ces étendues de lacs salés. Et dans ces lacs salés, c'est déjà ce qui se fait actuellement à Lagunas Grandes en Argentine. On fore des trous dans la croûte de sel et on retire la saumure. Cette saumure, ensuite, on la mélange, on fait du lagunage, donc il faut beaucoup d'eau, etc. Et à la fin, lorsque l'eau s'est évaporée, on peut récupérer de ce qui reste lorsque l'eau est évaporée un oxyde de lithium qui lui-même après est transformé. Il y a un projet actuellement sur le désert de l'Atacama. Le désert de l'Atacama s'appelle comme ça parce que le peuple qui vit là-bas, ce sont les Indiens Atacama. C'est la région ou une des régions les plus arides au monde. Je crois que, alors je me rappelle plus exactement si la dernière fois qu'il a plu c'est il y a 3 ans ou si c'est il y a 8 ans. Enfin, même si c'est il y a 3 ans, c'est quand même pas un pays où il souffre de l'humidité. Le problème, c'est qu'il y a un gros projet de mine de lithium dans l'Atacama. Il faut en moyenne, pour ce projet, en tout cas 100 000 litres d'eau par heure. Donc, le choix, il est très simple. L'eau sera pour le lithium de nos piles ou l'eau restera réservée aux 35 000 Indiens Atacama qui vivent sur ce plateau. Et vu les enjeux économiques aujourd'hui, je crains beaucoup que les 35 000 Indiens Atacama ne puissent voir leur salaire dans quelques années que sur un écran d'ordinateur. Le lithium, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ça fait 20 ans qu'on utilise le lithium. On a commencé avec les piles au lithium, en gros en 1991. La première usine de recyclage du lithium a été ouverte, si je me rappelle bien, en 2011, 20 ans après. Et ça, c'est assez caractéristique de la façon dont fonctionne toute cette industrie. C'est-à-dire qu'on met sur le marché des produits dont on sait que certains des éléments, en particulier les métaux, sont des métaux rares et on ne se pose absolument aucune question sur la façon de récupérer, de recycler ces produits. On a lancé le lithium, les piles au lithium, et on ne s'est absolument pas préoccupé de mettre en place des procédés de recyclage ou des filières de recyclage. Il a fallu attendre 20 ans. Dans le cas du lithium, on arrivera peut-être à le recycler et à faire en sorte qu'on ait des circuits fermés. Dans le cas de l'indium, c'est un métal qui est très utile pour les écrans plats. Dans le cas de l'indium, c'est déjà trop tard. L'ensemble des réserves mondiales
Je vais, pour réussir à concentrer 1 gramme d'indium, il vous faut 10 000 tonnes de minerai de zinc. 1 gramme, 10 000 tonnes. Alors bien sûr, de l'indium, il n'en faut pas des kilos dans un écran plat, mais ça donne quand même une idée de l'immensité des dégâts qui sont causés. Je voudrais parler aussi du coltan. Le coltan, c'est là aussi un produit qui est absolument nécessaire, qui est devenu stratégique. Retenez bien aussi le mot stratégique, parce qu'il faut quand même bien garder en tête aussi qu'aujourd'hui, ces réserves minières sont devenues des enjeux mondiaux, des enjeux stratégiques. C'est-à-dire que la dépendance technologique de certains pays dépend du contrôle. Et quand je dis certains pays, c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est les grands pays, les grandes puissances. L'indépendance technologique des grandes puissances dépend du contrôle de certaines ressources dans le monde, et notamment du coltan. Le coltan, on le trouve où? On le trouve dans la région du Kivu. Le Kivu, il est tout à fait, c'est cette province qui est tout à fait à l'ouest à l'est, de la République démocratique du Congo, et qui a une frontière avec le Rwanda et le Burundi. Vous vous rappelez de la guerre qu'il y a eu, du massacre, du génocide qu'il y a eu au Rwanda. Une partie de l'armée rwandaise est au Kivu, contrôle une partie du Kivu. Et au Kivu, vous avez une guerre civile qui dure depuis plusieurs années, qui a déjà fait 6 millions de morts. Et il y a des tas de facteurs, bien entendu, mais un des facteurs principaux, et une des raisons pour lesquelles les différentes factions armées se battent, c'est pour le contrôle du coltan, parce qu'on estime que les réserves mondiales de coltan se situent entre 60 et 80% dans cette région-là. Et derrière les factions armées, il faut être très clair aussi, les gens qui les arment, ce sont des firmes internationales, et derrière ces firmes, ce sont indirectement des pays qui sécurisent leur approvisionnement stratégique dans ces produits. Les terres rares, alors ce qu'on appelle les terres rares, c'est comme l'indium, c'est-à-dire ce sont pas forcément des métaux qui sont rares dans leur répartition sur la planète. Par contre, ce sont des métaux qui sont rares de par leur densité dans un volume donné. Les terres rares, alors là, vous avez plein de noms, je les ai déjà oubliés, c'est plein de minéraux dont ni vous ni moi n'avons entendu parler. Par contre, ce sont des minéraux qui sont absolument nécessaires à des tas de produits, notamment les éoliennes. Il y a certains minéraux des terres rares qui sont indispensables pour les éoliennes. Alors les terres rares, comme il y en a très peu dans une tonne de terre, il faut retourner des quantités absolument gigantesques de terre. Et il n'y a qu'un pays qui accepte de le faire actuellement, c'est la Chine. Pourquoi? Parce que la région où la Chine exploite les terres rares, c'est une région où il n'y a aucune réglementation environnementale, aucune réglementation du travail et aucune réglementation sanitaire pour les ouvriers. Donc c'est une catastrophe écologique et humanitaire majeure qui se passe en Chine, bien sûr avec l'aval du gouvernement chinois. Et là, il y a un problème qui est aussi important pour nos pays, c'est que entre 95 et 97% des terres rares proviennent de Chine. Et dernièrement, le gouvernement chinois a dit qu'il allait commencer à mettre des quotas sur les exportations. Mais pourquoi les Chinois exporteraient ces produits-là, ces minéraux-là, pour que les appareils soient faits hors de Chine, alors que eux, ils ont d'une part la main-d'œuvre et ils ont les matières premières. Alors ça a été les hauts cris des États-Unis et de l'Union européenne, la Chine allait bloquer le commerce mondial, etc. Mais la question qui se pose, c'est la suivante. Pourquoi, puisque l'on sait que nous sommes dépendants de la Chine, pourquoi on sait que ces produits ont un coût humain et écologique aussi important, pourquoi ne mettons pas en place dans nos pays ici des politiques de recyclage de ces minerais? Est-ce qu'il serait quand même pas plus raisonnable, intelligent de mettre en place des filières de recyclage
qui ferait que d'une part, pour nos élites économiques et politiques, nous aurions une certaine indépendance vis-à-vis de la Chine, mais si on pense globalement par rapport à l'environnement de la planète, ça aurait aussi des conséquences pour l'environnement, puisque ce type d'exploitation minière ne serait pas poussé à l'extrême comme c'est le cas actuellement. Le dernier métal que je voudrais citer, c'est l'étain. L'étain est extrêmement important pour tous ces appareillages parce que l'étain sert à faire les soudures dans la plupart des boîtiers. La plupart des soudures contiennent de l'étain. L'étain, par contre, on estime que les réserves mondiales, il n'y en a pas pour plus de 20 ans. 20 ans. Et s'il y a des surfeurs qui font un tour en Indonésie, je vous conseille d'aller faire un tour sur l'île de Bangka. C'est une île qui est juste au nord de c'est Sumatra. Vous avez là, alors dans votre sens à vous c'est comme ça, vous avez Sumatra et juste au nord, au bout de la pointe de Sumatra, vous avez cette île-là. Et les conditions de travail, ce sont nos collègues des Amis de la Terre Indonésie qui ont fait un rapport. Le rapport n'est qu'en anglais, mais ça vaut quand même le coup d'y jeter un coup d'œil parce qu'il y a pas mal de photos. Les conditions sont absolument catastrophiques, les conditions de travail, les conditions sanitaires. C'est une région absolument paradisiaque, tout est détruit. Les forêts, les coraux, etc. Tout est détruit. Et tout ça pour fournir notre étain. Et lorsqu'on essaye de savoir comment les grandes marques se fournissent, on n'arrive jamais à rien savoir. Demandez à Apple d'où vient son étain, d'où vient son coltan, d'où vient son indium. On n'en sait rien. Vous demandez à Motorola, à Nokia, etc. On ne peut rien savoir. Alors ça, c'était un des aspects. Le second aspect, parce qu'il n'y a pas que la mine. Avant, vous avez la mine, mais avant que vous ayez l'appareil dans votre main, il y a un autre passage. Ce sont les ouvriers, et dans ce cas-là, il vaut mieux dire d'ailleurs les ouvrières, parce que ce sont essentiellement des femmes qui travaillent, qui assemblent ces produits-là. Une des usines, un des scandales les plus connus, c'est l'usine Foxconn. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y avait eu un reportage, je crois, sur Arte. Foxconn, c'est un sous-traitant, c'est un des plus gros sous-traitants chinois pour tout ce qui est électronique. Ça se situe dans la province de Guangdong, qui est du côté de Macao et de Hong Kong. C'est là que vous avez un grand centre de l'électronique chinois. Foxconn a 900 000 personnes qui travaillent pour lui. Et il y a une usine dans laquelle vous avez 300 000 personnes qui travaillent. 300 000 personnes. Je ne sais pas si vous avez vu le film Paysage manufacturé. Je vous le conseille si vous pouvez le voir. Ce film Paysage manufacturé, vous voyez, à mon avis, ça doit être une de ces usines-là. Vous avez la caméra, vous avez un travelling qui dure tout le temps du générique pendant plus de 5 minutes et vous voyez usine, usine, usine. C'est qu'une seule usine. Et les conditions de travail de Foxconn ont été dénoncées parce qu'il y a eu une série de suicides et alors que le gouvernement chinois est fait extrêmement attention à ce qu'il n'y ait aucune information sur les conditions de travail de ces ouvrières parce qu'il s'agit essentiellement de femmes. Là, on a réussi à avoir pas mal d'informations. Les conditions de travail sont absolument catastrophiques. Que des ouvrières arrivent en fin de mois avec 180 heures supplémentaires non payées, bien entendu, c'est totalement dans la norme. Donc il y a eu le scandale Foxconn. Foxconn a accepté d'augmenter ses ouvrières de 17%, mais les quantités à fabriquées ont été augmentées, elles, de 50%. Voilà. Et une bonne partie de ces ouvrières qui travaillent pour ces grands centres de fabrication sont de jeunes paysannes qui viennent des zones rurales. Elles sont dans des conditions c'est presque des conditions de captivité. Elles ne sortent jamais de l'usine. Elles ont des dortoirs dans lesquels elles ne peuvent dormir que quelques heures et elles sont on peut dire qu'elles sont jetables, c'est-à-dire que pour le coup, lorsqu'elles sont usées au bout de 3 ou 4 ans, on les renvoie dans leur campagne et on va chercher de nouvelles ouvrières.
Donc derrière les beaux produits que nous avons, il y a d'abord toute cette destruction de l'environnement et cette catastrophe humanitaire aussi qu'il y a avec les mines, les conditions de travail des mines. Ensuite, il y a les conditions de fabrication de tous ces produits. Et lorsque ça nous arrive, nous avons le super beau produit, propre, mais derrière, l'envers de la médaille est quand même extrêmement noir. Et c'est pour cela, je pense que ces produits... alors, il faut quand même être clair aussi. Lorsque vous regardez... alors, c'est l'iPad, je crois qu'on fait. Il y a un produit d'Apple qui coûte 600 €. À la fabrique, 600 € avec 20% de taxes. Ça veut dire que, bon, il coûte 500 €. Vous avez 100 € de TVA. Et sur ces 500 €, l'appareil a coûté 180 €. Ça veut dire que le distributeur et Apple se mettent dans les poches 320 €. Vous voyez ce que le distributeur met, vous voyez ce que Apple se met dans les poches. Donc, quitte à payer 600 €, les bénéfices d'Apple pourraient être réduits et on pourrait faire en sorte que les ouvrières chinoises vivent décemment et que les ouvriers qui travaillent dans les mines aient des conditions de travail convenables. Et je pense qu'aujourd'hui, notre travail à nous, c'est justement au niveau international de lutter pour que tous les humains puissent avoir des conditions de travail qu'on réclame pour nous, des conditions de vie que l'on réclame pour nous. Et c'est pour ça que nous luttons contre cette obsolescence programmée, parce que là, on atteint le summum de l'absurdité. On a des produits qui coûtent tellement cher sur le plan environnemental et sur le plan humain qu'en plus, on les gaspille et on les programme pour qu'ils soient obsolètes le plus rapidement possible pour permettre à quelques actionnaires de s'en mettre plein les poches. Et l'autre versant de notre campagne, là j'ai fait toute la partie dénonciation, et l'autre versant de la campagne des Amis de la Terre, c'est justement d'essayer de faire que les citoyens s'emparent de ce sujet. Ça commence à bouger. Il y a un projet de loi qui a été, je crois, déposé ou qui est en préparation par le groupe des Verts au Parlement. Monsieur Benoît Hamon, qui s'occupe de la consommation, est en train de travailler lui aussi à de nouvelles réglementations. Donc il y a des choses qui bougent. Une de nos demandes, c'est que, par exemple, il y ait une garantie de 10 ans. Si vous avez une garantie de 10 ans imposée aux fabricants, vous allez voir que tout d'un coup, les appareils vont, par miracle, pouvoir durer 10 ans. Donc il y a plein de choses à faire comme cela. Nous soutenons aussi toutes les initiatives locales, que ce soit les initiatives citoyennes, privées, associatives, pour essayer de rendre la vie de tous les biens de consommation que nous avons plus longue, parce que nous pensons que c'est un élément essentiel. On ne peut plus continuer à vivre et à gaspiller comme on le fait jusqu'à maintenant. Et donc je vais passer la parole... Alors, je voulais lui passer la parole, mais il tient à tout prix à parler. Voilà, et donc on aura un exemple, une illustration de ce qui peut être fait. Oui, je me permets de prendre la parole justement par rapport à ce bel exposé, resituer les choses. Et effectivement, tu as beaucoup parlé de gestion des ressources au final, sur la contradiction dans laquelle on court avec l'obsolescence programmée. Je crois que c'est très intéressant de rappeler ces différentes distinctions sur ce que tu as appelé l'obsolescence technique, psychologique et logicielle. L'essentiel de l'économie dans laquelle est fondée notre situation quotidienne aujourd'hui, au début du XXIe siècle, se fonde sur des théories économiques de l'homo economicus, avec une certaine forme de rationalité. Est introduite aujourd'hui complètement dans sa rationalité le fait que les produits sont une mode, qu'ils ont une fin, alors que la première Ford T n'avait pas vocation à vivre toute sa vie. De la même manière qu'un vélo, de la même manière que tant d'autres choses. Et l'Homo sapiens sapiens se satisfaisait, après sa phase de cueillette, d'une pierre pour aller tuer la viande ou tout ce qu'il avait à attraper. Aujourd'hui, on est dans une
une course effrénée face à une certaine forme de modernité et aujourd'hui aux dépens de la planète telle que tu l'évoques. Alors, ce rapide survol du premier exposé, c'est surtout pour vous inviter ici dans l'Assemblée, également sur Internet, à peut-être à intervenir si vous le souhaitez, avant de passer la parole à M. Munoz. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des interventions, des questions? Est-ce qu'il y en a sur Internet? Savez-vous quel est le symbole d'Apple pour le constructeur? Alors, savez-vous quel est le symbole d'Apple pour, pardon? Le constructeur Apple. La pomme, oui. Oui. Et pour le consommateur? La poire. Ah, voilà. Bon. N'oubliez pas les mineurs et les travailleuses. Alors là, effectivement, on n'a pas vocation à s'acharner contre un producteur en particulier. L'objectif ici, c'est bien de comprendre qu'on est dans un cadre économique qui nous incite de plus en plus à consommer des produits périssables, dont on connaît l'aspect périssable. Alors, est-ce qu'on veut soutenir des démarches citoyennes qui permettent de restituer un petit peu l'usage, l'usage social de tel ou tel produit? Vous parlez de la machine à laver qui était aussi un élément d'émancipation d'une certaine catégorie de l'humanité, à un moment donné encore récent. Les femmes, pour ne pas les citer, vous parliez justement des femmes en Chine qui souffraient de cette manque d'émancipation. Certes, il y a tant d'autres choses. Alors là, pour le coup, je vais peut-être passer directement la parole à M. Munoz, qui va nous évoquer, dans un cas très concret, comment on peut travailler dans un cadre très spécifique, très particulier, très local, sur cette question de l'obsolescence programmée, même si elle n'est pas l'élément moteur probablement de cette initiative-là. Voilà, excusez-moi, j'avais une question. C'était concernant, comme vous l'avez dit, les 3 types d'obsolescence programmée, et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait l'obsolescence technique qui a laissé place finalement petit à petit à l'obsolescence psychologique, qui maintenant fait la grosse part de cette obsolescence programmée. Et donc aujourd'hui ma question c'était comment en fait effectuer un retour en arrière, sachant qu'on n'a pas su le faire en fait avant avec l'obsolescence technique, qui était finalement un problème qui était plus facile à résoudre. Et aujourd'hui on se retrouve confronté à quelque chose qui est bien plus compliqué puisqu'il a affaire au psychologique. Et comment sensibiliser la masse qui est même gouverne sur toutes les individualités? Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est à chacun d'entre nous de prendre conscience. Mais comment se faire entendre face à une masse en fait qui finalement inhibe toutes les individualités, qui s'exposent à une vision des choses qui est différente du marché finalement? Parce que c'est nous qui créons aussi ce besoin de consommation, c'est nous qui créons cette obsolescence programmée, comme on a créé cette obsolescence psychologique, même si ça a été amplifié par les médias, etc. Donc voilà, ma question concrètement, c'est comment est-ce qu'on pourrait remettre en cause ce système, et comment est-ce qu'on pourrait espérer une remise en cause de ça et un retour en arrière? Je ne suis pas un homme politique, donc je ne vais pas te dire que j'ai la réponse. Non, blague à part. Le fait que ce soir il y ait une réunion où l'on discute de ça, c'est déjà quelque chose de bien, parce qu'il y a simplement 4 ans, personne n'en parlait. Donc, c'est un début, c'est une idée qui va très très vite. Moi, je suis très très étonné de voir plein d'initiatives qui se prennent partout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des jardins partagés. Il y a plein d'endroits maintenant où les gens font du jardinage, et vous passez, vous avez besoin d'une tomate, vous ramassez une tomate, ce sont des jardins partagés, il n'y a pas de valeur marchande, les gens qui veulent participer participent, et il y a des gens qui à un moment donné ont besoin, peuvent se servir sans qu'il y ait de rapport marchand. Et je crois que les choses sont en train de changer. Alors, je pense que c'est un mouvement qui est beaucoup plus souterrain et qu'on ne voit pas. La surface reste la surface des grands médias, pour faire dans la caricature TF1, etc. Mais je pense que dessous, les choses sont en train de changer, et c'est un mouvement qui est encore très discret, mais à mon avis, c'est un mouvement en profondeur, et c'est une lame de fond qui arrive. Je suis persuadé que dans 10 ans,
le monde aura changé, ça de toute façon, mais la mentalité de plus en plus de gens aura changé. Et que la valeur de l'échange social par rapport à l'échange marchand, cette valeur-là aura repris le dessus chez de plus en plus de gens. Par rapport à ça, je suis très optimiste. Je crois qu'on se pose des questions tous. Pourquoi ce machin-là que j'ai acheté? Pourquoi jeter ça, etc. Quand on va dans une déchetterie, mais c'est encombré, c'est absolument phénoménal. Enfin, on se pose des questions. Quand on voit ça aussi, tous ces déchets-là, pourquoi a-t-on mis tous ces trucs en circuit alors qu'on savait que ça allait poser des problèmes? Nous tous, à des niveaux très différents, on se pose des questions, on réagit. Alors, je sais pas, le surfeur qui est sur la plage va plutôt réagir par rapport à ça, un autre va réagir par rapport à un autre problème. Mais pour moi, je crois que ça bouge, et une soirée comme ce soir, où on est là pour réfléchir ensemble, c'est un petit caillou, mais un caillou plus un caillou, ça, à la fin, ça peut faire une montagne. Hein. Tout à l'heure, justement, je parlais de l'Homo sapiens sapiens qui se contentait parfois de cueillir et qui construisait une société autour de ça. On est passé par l'Homo economicus et puis à l'homme citoyen. Et je reviendrai sur l'exemple de M. Munoz, de Thomas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des initiatives qu'on appelle citoyennes. Ce mot réapparaît. Alors, je ne sais pas si l'homo citoyennicus, je ne sais pas trop quoi, va apparaître un jour. Mais aujourd'hui, il y a un terme qui permet d'associer l'environnement avec la société et ses contradictions économiques. C'est le rôle du citoyen, c'est-à-dire la conscience que peut avoir chaque individu vis-à-vis de la société dans laquelle elle vit. Et là, encore une fois, je pense qu'on a un exemple très parlant, à la fois très simple, mais extrêmement évocateur, extrêmement intelligent de ce que peut être aujourd'hui un homme citoyen, une action citoyenne, et en particulier en local. Merci. Bon, effectivement, moi je vais vous présenter donc notre projet, notre initiative qu'on a montée maintenant il y a 3 ans et qui s'est développée sur les Pyrénées-Atlantiques. On a essayé de développer sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc je vais vous le présenter de façon très simple, comme on l'a dit, à travers un petit PowerPoint. Et on va voir, on va y venir petit à petit sur l'obsolescence. On y est confronté tous les jours à travers la réparation des produits. Donc vous allez voir, on va avancer dans les diapositives et au fur et à mesure, on va être confronté à cette obsolescence et on va voir qu'il s'en dégage pas mal de choses. Voilà. Donc Recycle Eco, c'est une entreprise, une SARL, qui a été créée il y a 3 ans, maintenant un peu plus de 3 ans, en fin 2009. Pourquoi, quand l'écologie rime avec économie, alors pourquoi il y a des mots importants, écologie et économie, pourquoi le statut SARL et pas le statut associatif ou un autre statut? Parce qu'on avait envie de s'impliquer réellement. Quand on met de l'argent dans une société, on a une implication qui est différente des fois que celle qui peut être dans une association ou un autre projet. Et deuxièmement, c'était pour aussi prouver qu'un modèle économique de type SARL pouvait être viable dans la récupération, le réemploi de déchets. C'était un pari qui aujourd'hui est plutôt bien réussi, de pouvoir monter un modèle économique qui soit viable dans le temps, dans un contexte actuel d'augmentation des déchets, de tout ce dont a parlé Christian. Et donc c'est vrai que c'était notre pari de pouvoir le faire sous ce format-là. Voilà. Donc pour venir, qu'est-ce que le réemploi? C'est très simple. C'est la réutilisation, la remise en état d'appareils qui ne fonctionnent plus, que l'on récupère dans divers circuits. C'est donner une deuxième vie aux objets. Plutôt que d'aller les jeter, les enfouir, les détruire systématiquement, pourquoi pas ne les remettre dans le circuit de leur première utilisation, premier fonctionnement. Donc pourquoi faire du réemploi? Comme on l'a dit tout à l'heure, premier aspect, c'est réduire le volume de déchets, puisqu'aujourd'hui on est confronté à de grosses difficultés d'enfouissement notamment, d'incinération, de recyclage de certains matériaux minerais, choses comme ça. Donc plutôt que d'aller enfouir des appareils au pied des Pyrénées ou dans d'autres sites, nous on s'est positionné pour essayer de les remettre dans le circuit le maximum de temps possible, donc allonger leur durée de vie.
C'est donc réduire la pression sur les ressources naturelles, ce dont a parlé Christian tout à l'heure, effectivement, donc récupérer des matières premières, préserver un capital énergétique caché dans des produits, toujours à travers de à la fois de ces matières premières, mais aussi certaines matières premières peuvent être utilisées pour reproduire de l'énergie derrière, à travers quand même un peu d'incinération, de choses comme ça. Soutenir l'emploi local. Nous, ce qu'on privilégie, c'est des circuits courts, à la fois en termes d'embauche de salariés, de distribution des produits, de récupération aussi, donc localement proposer des solutions vis-à-vis des déchets notamment, et puis faire des économies pour tout le monde. Pourquoi aller acheter du neuf quand on parle de prix à 600, 700, 800, 900 euros, aller acheter un produit qui aura les mêmes fonctionnalités pour un prix bien évidemment plus intéressant et accessible à tout le monde. Ça, c'était voilà, les grands principes de fonctionnement de Recycle Éco. Donc, comment cela s'articule, comment cela s'organise à travers ce qu'on a appelé le geste éco, écologique, économique. Voilà, on revient sur la première thématique. Donc, avec des matériels que vous avez chez vous, que vous avez achetés, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent plus. Alors, à travers 2 circuits notamment, aujourd'hui les apports volontaires, qui chez nous sont en très très grosse augmentation, notamment grâce à la sensibilisation, on en parlait tout à l'heure, grâce à un petit peu la communication, le bouche à oreille, etc. Donc un circuit direct où les gens apportent le matériel qui ne fonctionne plus directement dans les magasins ou au niveau des ateliers, ce matériel sera pris en charge, ou bien à travers les déchetteries. Où là, on va récupérer ce que l'on appelle des déchets. Quand vous allez aller poser vos appareils en déchetterie, ils sont alors considérés comme des déchets. Et nous avons donc des agréments, puisque cela ne se fait pas comme ça à la va-vite. Il y a un cadre légal à respecter. Depuis le Grenelle de l'environnement, vous savez que lorsque vous achetez un lave-linge ou un produit électronique, vous payez une écotaxe. Cette écotaxe, qui représente quelques centimes jusqu'à plusieurs euros, elle sert à faire retraiter votre produit derrière. On parlait tout à l'heure justement de prendre le problème un peu dans les deux sens. L'État s'y est penché à travers le Grenelle de l'environnement, a commencé à mettre en place des filières de traitement, de recyclage, de réemploi. Donc les objectifs, le Grenelle a fixé des objectifs chiffrés de réemploi sur chaque territoire et au niveau national. Donc pour ce faire, pour accéder entre guillemets à ce gisement qui aujourd'hui est régi légalement, il faut des agréments pour collecter ces produits. Donc nous sommes une entreprise agréée avec les éco-organismes auprès desquels vous versez votre contribution écotaxe. Ces éco-organismes reversent une partie de l'écotaxe, notamment aux collectivités locales, qui vont mettre en place des systèmes de collecte en déchetterie, des bacs prévus, enfin des filières de traitement. Et derrière ces filières donc déjà de collecte, il y a effectivement des filières à proprement parler de recyclage, où on va prendre les appareils, les détruire, récupérer les matières premières. En France, le système est assez bien développé. On arrive à récupérer beaucoup de matières premières, sur l'électroménager notamment, qui est notre principal domaine. Et à la fois, il y a des structures de réemploi qui existent. Vous connaissez très bien une très grande structure qui s'appelle Emmaüs. Il y a le réseau Envie, il y a Recycle Éco, il y a pas mal de petites structures, des ressourceries à droite à gauche, qui font localement du réemploi. Donc ils vont détourner ces déchets de la destruction pour les remettre en état et les remettre dans le circuit de la vente donc, de produits fonctionnels. Donc voilà, les étapes du réemploi sont très simples. On a un produit qui arrive qui ne fonctionne pas. Ce produit va partir en atelier pour subir un diagnostic de panne. Et c'est là qu'on va être confronté à l'obsolescence sur certains produits, certaines typologies de produits, où on a effectivement des produits qui... pour nous, il y a plusieurs types d'obsolescence. Chez nous, il y a une obsolescence volontaire. On parlait d'appareils qui ont été programmés pour fonctionner un certain nombre de fois. Une imprimante a été programmée pour imprimer 1000 feuilles. À la 1001e feuille, elle s'arrête, elle vous met un code panne. Si vous n'êtes pas distributeur de la marque ou le fabricant, effectivement, vous allez avoir peut-être des difficultés à la débloquer. On a des appareils qui sont effectivement prévus pour durer 5 heures, 10 heures, 100 heures, 200 heures. On parlait de batterie, de choses comme ça, effectivement, et qui sont difficilement réparables. Après, à côté, on a des produits
qui subissent une obsolescence programmée. Pour nous, c'est un petit peu plus involontaire. On a voulu rendre accessibles des produits dans notre mode de vie. Le mode de vie a évolué. On parlait de lave-linge d'il y a 20 ans qui durait 20 ans. Mais à l'époque, un lave-linge coûtait presque le prix d'un salaire. C'était presque un produit de luxe. Quand on avait un lave-linge chez soi, ça coûtait cher. Tout le monde n'en avait pas. On a rendu accessible à tout le monde des produits qui sont devenus de première nécessité. Un lave-linge est devenu un produit de première nécessité. Un réfrigérateur, sèche-linge, beaucoup d'appareils aujourd'hui ont été rendus accessibles à tout le monde. Pour rendre ces produits accessibles à tout le monde, il a fallu baisser le coût de fabrication de l'appareil pour pouvoir le proposer à tout le monde. Un appareil aujourd'hui ne coûte plus le prix d'un salaire ou coûte quand même relativement moins cher. Vous trouvez des produits neufs, je citais des lave-linges que je connais bien, à 120 €, vous avez un produit neuf aujourd'hui. Pour pouvoir rendre ce produit accessible à tous, il a bien fallu tirer quelque part sur le coût de fabrication. Donc, on a utilisé des composants qui sont de moins bonne qualité, bien moins bonne qualité que ce qu'ils étaient à l'époque, des composants électroniques, mais des composants aussi, on va dire, structurels de l'appareil, de l'acier de moins bonne qualité, d'aluminium, enfin tous les composants d'un appareil sont d'une qualité nettement différente à celle de l'époque. Nous qui récupérons beaucoup d'appareils, on compare quand on a un appareil qui a 20 ans, qu'on doit le manipuler avec un diable ou autre, on se rend compte du poids qui n'est pas du tout le même d'un produit actuel. Le produit actuel, vous le prenez à 2 personnes, vous le mettez dans votre coffre de voiture et vous le chargez vous-même chez vous. Un produit d'il y a 20 ans, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Il fallait un diable pour pouvoir le transporter et le déplacer. Donc, c'est cette obsolescence, nous on appelle ça un petit peu involontaire, de pouvoir rendre accessible à tous ces produits-là, qui a fait qu'on a des appareils qui arrivent avec des cartes électroniques, des pompes, autres diverses pièces, même des fois des pièces, je disais structurelles, qui lâchent, qui cassent, dû à la mauvaise qualité. Voilà, mauvaise qualité des matériaux utilisés, des plastiques de mauvaise qualité. Et donc, face à ça, nous, tous les jours, on est confrontés à devoir changer des pièces qui, à l'époque, ne se changeaient pas. C'est ce qui rend difficile notre métier, c'est qu'on a une gamme de pannes, de types de réparation qui est considérable. Donc, on a une phase de diagnostic qui dure, on va dire, qui est quand même assez rapide, mais la phase de recherche de matériel pour réparer le produit est longue. Donc cette phase s'allonge et on arrive toujours dans un contexte économique. Nous sommes une entreprise avec les coûts de fonctionnement d'une entreprise classique, un coût de main-d'œuvre et de temps de passer dessus qui n'est plus économiquement viable. Donc on est confronté à ce problème-là de façon de plus en plus récurrente. Notre force, c'est de pouvoir, avec plusieurs appareils, recomposer des appareils complets, fonctionnels, en allant pirater d'autres appareils. Ça, c'est aujourd'hui notre force. Qui fait aussi notre faiblesse, c'est celle de devoir collecter beaucoup d'appareils, de devoir avoir des surfaces de stockage relativement grandes. Donc on a un atelier qui fait 400 mètres carrés pour pouvoir stocker beaucoup d'appareils. Pour en réparer un, aujourd'hui, il nous en faut au minimum 2, voire 3. Donc on est obligé de stocker beaucoup d'appareils. Cependant, on arrive quand même à réparer beaucoup d'appareils puisque nous réparons, là je vois pour les lave-linges, à peu près une centaine de lave-linges par an sur chaque site par personne. Une personne, un réparateur va réparer entre 100 et 150 appareils, gros appareils par an. Donc c'est quand même pas mal. C'est un très très beau défi qui nous permet aujourd'hui de proposer dans nos magasins une large gamme de produits variés qui va du lave-linge sur tout autre type de produit. Donc Recycle Eco, c'est une entreprise qui veut aussi s'inscrire dans une démarche de développement durable. C'est un terme qui nous tient à cœur. On est au milieu d'un triptyque qui est on va dire au croisement du domaine de l'écologie, du social et de l'économique. Ces 3 domaines, on va les retrouver notamment avec notre côté social d'entreprise d'insertion. On a fait le choix de passer du côté social, entre guillemets, pour pouvoir aider des gens qui sont des fois en difficulté plus ou moins grande, à rebondir au niveau professionnel à travers une activité qui était en train de disparaître.
la réparation, devenir un technicien polyvalent, pouvoir travailler aussi bien sur de la soudure, sur de l'électronique, sur d'autres types d'appareils. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et donc aujourd'hui, à travers nos 3 sites, on a 10 salariés en insertion. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 100% de sorties positives. Nous avons des agréments avec la direction du travail. Nous avons un suivi au niveau de la direction du travail pour, entre guillemets, accompagner les gens vers un reclassement dans une certaine stabilité, on va dire, dans le travail. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Le domaine écologique, réduction des quantités de déchets. Nous travaillons en partenariat avec les collectivités locales, avec d'autres associations, à travers des projets de sensibilisation, avec des écoles, avec d'autres structures, sur de la récupération, du tri en déchetterie, de la sensibilisation en déchetterie, puisque c'est la base, on en parlait effectivement. Sensibiliser aujourd'hui, c'est quelque chose de très très important pour demain réduire les quantités de déchets. Donc on y travaille à sensibiliser. Nous avons monté un partenariat avec le syndicat mixte de traitement des déchets de l'agglomération paloise et créé des postes de valoristes en déchetterie. Donc ce sont des gens qui sont là pour dévier le flux de déchets qui ne devraient pas être détruits ou incinérés. Donc on va récupérer vos produits quand vous allez en déchetterie. Votre vieil appareil fonctionne, mais comme on disait, vous avez le nouvel appareil qui est sorti. Vous voulez le dernier cri. Votre ancien est encore fonctionnel, mais vous ne savez pas quoi en faire, vous allez le jeter en déchetterie. Nous, on va récupérer cet appareil pour le reproposer derrière à quelqu'un qui en aurait l'utilité. Toujours pareil, vous n'êtes pas au top de l'informatique, du high-tech, mais un ancien PC vous suffit très bien pour faire votre traitement de texte, etc. Pourquoi acheter le dernier cri? Effectivement, on va proposer un appareil qui est fonctionnel, à un prix intéressant. Donc, ce qui fait un total de plus de 1000 produits réemployés par an. Je parle de produits réemployés qui ont subi une réparation. À cela, il faut ajouter des produits que nous collectons avec des professionnels, des produits qui subissent des chocs de transport, qui sont abîmés, qui sont, on va dire, invendables. Vous achetez notamment, je parle de site internet, vous achetez un produit par internet, il arrive chez vous, il est cabossé, il est rayé, vous le renvoyez. Ce produit-là, dans 90% des cas, il va être détruit. Il ne va pas être remis en vente. Nous battons pour récupérer ces produits-là plutôt que d'aller les détruire. Produits qui sont, pour 99% d'entre eux, 100% fonctionnels et qui ne méritent pas d'être jetés. Donc au total, on est plutôt sur du 2000 produits par an remis en circuit, 100% fonctionnels. Avec derrière une garantie. On propose une garantie d'1 an sur tout le gros électroménager, tous les gros appareils, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui le consommateur est très exigeant et exige une garantie. Si vous vendez un produit d'occasion sans garantie, vous allez avoir du mal à le vendre. Donc on vend ça pour, entre guillemets, satisfaire le client qui nous l'a demandé. Mais le rôle le plus important de la garantie, c'est de mettre en avant les compétences des gens derrière qui réparent ces produits-là. Ça nous permet d'avoir un suivi, une traçabilité au niveau des produits. Tous nos produits sont étiquetés avec un petit numéro de série derrière qui nous est propre et qui permet derrière d'avoir un suivi au niveau des salariés, au niveau de chaque produit réparé, le devenir de cet appareil. Va-t-il revenir, ne va-t-il pas revenir? On essaye vraiment d'accompagner les personnes qui réparent dans un processus de réparation optimal. On ne va pas essayer de faire ça à la va-vite, de bâcler la réparation. On va vraiment prendre le temps de réparer un produit pour qu'il dure le plus longtemps possible. Donc systématiquement changer des pièces d'usure, des choses comme ça. Et donc c'est à travers ça, à travers derrière les retours produits, on a moins de 4% de retours produits. C'est mettre en avant les gens derrière qui travaillent et qui travaillent bien. Voilà, c'est ça qui était important pour nous. Et donc le volet économique, c'est aussi proposer des produits, comme je vous le disais, qui sont devenus aujourd'hui de première nécessité pour des étudiants, des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller acheter un lave-linge à 500 €. On va proposer des produits à partir de 99 €, garantie 1 an. Donc proposer à tout le monde d'accéder à ces produits-là à des tarifs très très intéressants. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté.
Et puis j'espère que cette initiative locale vous aura plu. Sachez qu'on a 3 structures sur Bayonne, sur Pau et sur Oloron, que chaque structure propose une diversité de produits qui va de la motoculture, de l'outillage, du sport, de l'électroménager, du meuble pour certains, sur vraiment une très très large gamme de produits. Et n'hésitez pas, si vous avez des appareils qui ne fonctionnent plus, plutôt que d'aller les jeter directement en déchetterie, de faire un geste citoyen, éco-citoyen, on en parlait. Vous valoriserez des gens derrière, toute une économie locale, l'économie sociale et solidaire auquel nous adhérons, qui permet localement de répondre à des attentes bien précises. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Moi, j'ai une question par rapport à... Justement, à Recycle Eco. D'accord. Est-ce que vous avez pensé également à proposer un service de réparation ? Alors, est-ce qu'on propose un service de réparation du SAV venir déposer des produits et en racheter d'autres, simplement venir réparer ces produits, puisqu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à... Tout à fait. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on a développé depuis 9 mois sur Pau, déjà pour expérimenter, pour tester, savoir si, toujours dans un contexte de viabilité économique, si c'était possible de proposer ce service-là. On s'est rendu compte que oui, ça fonctionne bien. On a effectivement beaucoup de gens, vous parliez des réparations tout à l'heure, qui coûtent souvent très cher. Alors c'est la réalité, les réparations coûtent cher, les pièces en elles-mêmes coûtent cher. On est tributaire des fabricants qui distribuent ces pièces-là lorsqu'elles sont brevetées, ou bien d'autres distributeurs lorsqu'elles tombent dans le domaine public. Mais bon, on est tributaire quand même de coûts assez élevés. Là où on arrive à être fort et à tirer notre épingle du jeu, c'est sur de la pièce d'occasion. On arrive à mettre des pièces d'occasion qui peuvent durer encore longtemps. Comme je disais, on va cannibaliser un appareil sur lequel, par exemple, l'électronique ne fonctionne plus, mais tout le reste est bon. Le moteur, la courroie, enfin les roulements, etc. On va pouvoir récupérer ces produits-là, les monter sur votre appareil pour un coût évidemment bien réduit par rapport à des pièces neuves. Et effectivement, on est en train d'expérimenter ça, ce qui implique de mettre en place tout un stock de pièces détachées, bien référencé, donc avec un petit côté magasinier, etc. Ce qui prend du temps en termes de mise en place et d'optimisation aussi pour répondre rapidement, parce que quand votre lave-linge tombe à panne, il faut le réparer de suite. On nous le demande le matin pour le soir, ce qui est difficilement faisable. C'est la première contrainte. Donc d'abord, on essaye de bien s'organiser. Donc on est en expérimentation sur Pau depuis 8 ou 9 mois. Ça fonctionne très bien. Je suis en train de l'étendre à la motoculture, à l'outillage, à d'autres produits, puisqu'on s'était consacré initialement à l'électroménager. Donc on est en train d'élargir notre gamme de SAV, de réparation, et dans un avenir très proche, on va l'étendre aux différentes structures. À Bayonne et à Oloron, on y travaille. Voilà. Oui, une autre question. Monsieur, je vous donne la parole. J'allais dire que la solution écologique finalement est aussi économique, et par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, aujourd'hui certaines compagnies d'assurance, à partir d'un certain, on va dire un certain âge du véhicule, demandent à ce qu'on les répare avec des pièces d'occasion récupérées en casse automobile, qui correspondraient en partie aussi à ce travail-là. Et pour un coût inférieur. Donc la solution écologique est économique, encore une fois. Et dans tout ce que tu as dit là, ce qui est très intéressant, c'est que la crise économique interroge notre capacité à poursuivre dans ce délire, j'allais dire, consumériste. C'est, voilà, on n'a plus les moyens de suivre à ce rythme-là. Sinon, on laisse à part une grande partie de la population. C'était pour faire une transition, mais ou le temps que le micro arrive. Une question très pratique, vos coordonnées à Bayonne, s'il vous plaît. Alors, nos coordonnées à Bayonne, effectivement, on a un atelier de réparation qui est situé à la zone Saint-Frédéric, au 6 rue de la Galupe. Je donnerai toutes les informations peut-être tout à l'heure pour les 3 structures. On reçoit, alors nous avons fait un petit magasin d'usine, nous avions un magasin à Bayonne. Pour des raisons économiques, le coût du foncier est très très élevé ici. Nous avons délocalisé le magasin provisoirement sur l'atelier. Donc nous avons un petit magasin d'usine pour recevoir la clientèle. Nos produits sont disponibles sur Internet. On essaye de faire un maximum de services
pour le public quand même, puisque c'est le côté intéressant et interactif de pouvoir conseiller rapidement, réparer des fois très rapidement des petites pannes du quotidien, parce qu'il faut savoir que 80% des pannes, c'est de la mauvaise utilisation ou mauvais entretien des appareils. Des pompes bloquées, alors qu'il suffirait de dévisser le bouchon, de débloquer, enfin d'enlever la pièce de monnaie qui est coincée, l'épingle à nourrice, des choses comme ça. C'est 80% des pannes. Mais le problème, c'est qu'avant de diagnostiquer une panne comme ça, des fois on y passe du temps. Avant de trouver la petite pièce de monnaie coincée au fond du tambour, des choses comme ça. Donc voilà, des choses très simples. Ce que l'on aime beaucoup, c'est pouvoir conseiller les gens. Lors d'une vente, on va vous expliquer comment nettoyer votre appareil, quelle dose de lessive il faut mettre dedans, comment ça fonctionne, on vous explique tout ça. Quand vous achetez un appareil neuf, je pense que très peu de gens lisent le mode d'emploi qui fait 120 pages ou des fois qui est écrit en tout petit, qui est souvent en 27 langues effectivement, déjà le temps de trouver la bonne langue, qui souvent sont très complexes. Les appareils sont devenus de plus en plus complexes, mais on va vous prodiguer des conseils simples, basiques, qui vous permettront d'utiliser votre appareil selon vos besoins. C'est ça qui compte aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir utiliser en fonction de ses besoins et pas aller chercher l'ultra performance, le super truc dont on n'aura jamais besoin. Donc on va vraiment vous conseiller à 100% et donner des petites astuces pour éviter que vous reveniez nous voir. Vous nous donnerez votre numéro de téléphone et votre adresse. Ça, je ne sais pas si je vais vous le donner, mon numéro de téléphone, bien sûr. Sans souci. Alors, c'est une entreprise effectivement locale on a commencé à Pau, en fin 2009, et on a développé donc un établissement de secondaire sur Bayonne et sur Oloron. Oloron, on a accompagné un indépendant à se monter, quelqu'un qui était très sensible. Alors quelqu'un de la grande distribution, qui a travaillé toute sa vie dans la grande distribution, très sensible au gaspillage et on va dire à la surconsommation. Donc on l'a accompagné à monter un recycle éco sur Oloron. Il utilise notre nom. C'est un contrat d'essaimage très très light. On a vraiment été là plutôt en support pour l'accompagner et l'aider à obtenir des agréments, des choses comme ça que nous avions déjà. Il est implanté en face d'une déchetterie. Donc en accord, en partenariat avec la collectivité locale, les flux sont directement déviés chez lui. Vous allez en déchetterie là-bas, on vous demande d'aller déposer votre appareil chez lui. Votre appareil est de suite stocké, on va dire traité, on va stocker, traiter le plus rapidement possible, voir s'il est réutilisable ou pas. Il n'y a pas de gaspillage, le flux vraiment fonctionne à 100%. Voilà. Alors, effectivement, nous embauchons des gens. Alors, nous sommes dans ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Alors, c'est pas de la réinsertion, c'est plutôt de l'insertion. Accident de la vie, accident de parcours, du jour au lendemain. Enfin, ça peut toucher beaucoup de gens à divers niveaux. Un accident de la vie, je vous disais, un licenciement économique. 55 ans, difficile de retrouver un emploi. Il y a plusieurs millions de personnes qui ont des accidents. Voilà, vous êtes qualifié. Effectivement. Voilà, vous êtes qualifié, vous avez des compétences, un savoir-faire, mais il n'y a pas d'entreprise qui aujourd'hui recrute ce genre de personnes. Donc nous, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui, un réparateur électroménager qui est licencié a du mal à retrouver du travail. Donc vous recevez des subventions, c'était ça ma question. Ce ne sont pas des subventions. Pas du tout. Nous avons effectivement une aide financière pour l'accompagnement social des gens, puisqu'on a un chargé d'insertion professionnelle qui accompagne les gens pendant la durée des contrats. Ce sont des contrats de 2 ans maximum, à l'issue desquels les gens ne peuvent pas continuer chez nous. Notre objectif, je parlais de sortie positive vis-à-vis de la direction du travail, c'est de pouvoir accompagner ces gens-là à se remettre dans une démarche active de recherche de travail. Mais est-ce qu'il y a une formation ? Comment ? Est-ce qu'il y a une formation en fait ? Oui, il y a une formation, chargée d'insertion professionnelle, CIP. Voilà. Vous les formez pour le travail que vous leur demandez de faire, c'est ça ? Alors oui, nous travaillons autour des compétences déjà acquises chez les gens. On va essayer de travailler vraiment autour d'un savoir-faire, d'un savoir qu'ils connaissent. Notamment, on va demander souvent, quelquefois, des bases en électricité, des choses très simples. On va travailler autour de ça. À partir de bases en électricité, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses sur un appareil électrique. Aller tester et ensuite on va inculquer, on a des encadrants techniques qui sont là, ce sont des gens permanents,
qui vont transmettre leur savoir, qui vont accompagner à apprendre un métier, diverses techniques, diverses choses, notamment, et aussi de la méthodologie de travail. Reprendre des horaires de travail, organiser sa journée de travail, des choses comme ça. On va prôner l'autonomie très rapide. Donc, redonner confiance, souvent c'est de la confiance, redonner confiance aux gens dans le cadre du travail. Voilà. Ouais, moi c'est plus une remarque qu'une question. Nos grands-parents ne jetaient absolument rien. Et il y avait des quincailleries chez qui on pouvait acheter 4 vis parce qu'on avait besoin de 4 vis. Il y avait des réparateurs qui gardaient justement des tout petits morceaux de trucs, de cafetières, de machins, et qui les rebalançaient ailleurs, etc. Un magasin qui réparait des petits trucs comme des petits électroménagers, c'est impossible, vous y allez maintenant, il n'y a plus une pièce. C'est fini, le papy il est parti à la retraite, ceux qui ont repris, c'est fini. Et c'est marrant comme tout a basculé en une vingtaine d'années. Et là, Alors, on y revient maintenant, tant mieux. Mais c'est 20 ans. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en 20 ans, la technologie a progressé de façon considérable. C'est allé très 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 vite. Il y a qu'à voir les ordinateurs. Tous les jours, vous pouvez acheter un ordinateur, il sera différent et encore plus puissant. Christian en parlait tout à l'heure. Je pense qu'on a été dépassé par ça aussi, par cette évolution technologique qui est allée très 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 vite. Comme elle disait, il fut un temps où tous les papas réparaient la machine à laver, la bagnole, etc. Bien sûr. Parce que c'était possible. Voilà, c'était possible. Aujourd'hui, on a rendu la chose impossible. Alors, effectivement, on a rendu la chose impossible. C'est la technologie aussi qui a voulu ça. De chaque fois miniaturiser les choses, de chaque fois. Moi, si je veux acheter une machine à laver comme ma mère avait, c'est-à-dire sans programmateur, c'est impossible. Nous n'avons plus le choix. C'est bien ce que je dis, la technologie a évolué. Mais on nous l'impose, tu vois, je vois pas encore on est responsable de ça. Alors, j'ai pas dit que vous étiez responsable. J'ai dit qu'on a essayé de démocratiser des choses à un certain temps. Non, on nous a vendu des crédits, on a tout fait pour qu'on puisse consommer. Non, on a rien Alors, démocratisé. ça, c'est le mode de vie. C'est le mode de vie qui a évolué. Ça, nous, on n'y est pour rien, enfin, entre guillemets. Je suis d'accord, les fabricants aussi se sont mis en tête avec les technologies émergentes qui sont arrivées relativement vite, notamment avec l'informatique. C'est l'informatique qui a tout développé du jour au lendemain. Lorsque les premiers ordinateurs sont arrivés, ça a permis de faire des avancées technologiques ultra rapides. Donc la technologie a avancé quand même relativement vite et effectivement ça a permis de proposer à tout le monde des produits qui ne l'étaient pas à l'époque, mais avec une technologie effectivement qui n'était plus réparable aussi facilement. Je pense quand même que le législateur a laissé faire beaucoup de choses parce que lorsqu'on pense à certains produits, il y aurait pu y avoir un cadre légal demandant par exemple à ce que l'évolution du produit soit rendue possible, c'est-à-dire qu'on puisse adapter l'amélioration du produit sans avoir à changer le produit initial. Et à ce niveau-là, le législateur n'a pas fait grand-chose. Pourquoi a-t-on des produits aussi compliqués ? On pourrait avoir des produits basiques, c'est-à-dire donnant un service de base absolument satisfaisant aux gens qui s'en contentent sans avoir tout ce bazar autour qui fait que le produit va tomber en panne plus rapidement. Pour en revenir à une machine à laver, qu'est-ce qu'on demande à la machine à laver ? C'est de laver. Après, il y a une partie des fonctions, je ne suis pas sûr que la moitié des fonctions de la machine soient utilisées. Et quand je dis la moitié, on n'en utilise certainement que 10% et encore. Et on a cette inflation de trucs, de machins un peu partout. Bientôt, on va avoir des frigos dans lesquels vous pourrez savoir, vous aurez de l'électronique supplémentaire, etc. Et le jour où l'électronique pètera, votre frigo devra être changé. Je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, les produits ont été mis à disposition d'un plus grand nombre. C'est vrai, mais je pense aussi que le législateur n'a pas mis en place les règles qui auraient dû être mises en place, des règles de recyclage, réparabilité, demander tout simplement aux constructeurs qu'un produit soit réparable, que mettre les cadres légaux pour que tel type de pièce, même si ce n'est pas la pièce brevetée du constructeur, puisse être utilisée, des choses comme ça. Tout cela n'a pas été fait.
Il y a le gros problème aujourd'hui, c'est que le législateur laisse faire les industriels, et aujourd'hui on a affaire à des codes de bonne conduite. C'est-à-dire que les industriels, lorsqu'ils sentent le vent tourner, disent au législateur, on n'a pas besoin de loi, les lois c'est contraignant, tout ça, ça empêche l'innovation technologique, etc. Donc laissez-nous faire, nous allons mettre en place des codes de bonne conduite et vous allez voir, tout va aller mieux. Et c'est ce qui se passe dans tous les domaines. C'est ce que proposent les industriels de la chimie. Ils disent non, laissez-nous faire, on va mettre des codes de bonne conduite. Au niveau là, des fabricants de produits électroniques, ils vont mettre aussi des codes de bonne conduite pour être sûr que les travailleuses chinoises soient exploitées de façon, enfin que les cadres se conduisent bien pour les exploiter. Voilà. Aujourd'hui, on a affaire à ça. Le législateur s'est retiré de très très nombreux domaines économiques et laisse la bride sur le cou des industriels. Oui. Oui. J'avais une question pour la personne de Recycléo. Oui, Recycléco. Excusez-moi. Est-ce que maintenant les machines actuelles, quand même, elles consomment moins d'eau, d'électricité? C'est ce qu'on nous vend quand on achète un frigo. Si vous la classe énergétique, effectivement. Est-ce qu'il y a une vérité ou c'est même pas... Alors, on parle de la machine de la grand-mère. Est-ce qu'elle consommait 2 fois plus d'eau et d'électricité ou ça c'est alors, pas vrai? Oui et non, oui dans le sens où oui effectivement il y a un cadre légal qui a été mis en place par rapport justement aux classes énergétiques entre guillemets. Effectivement, quand votre machine est dans une classe énergétique A, elle va forcément consommer moins que celle qui est dans la classe énergétique E ou etc. Effectivement, pourquoi on a mis ça en place un petit peu comme pour les voitures, la prime à la casse, à un moment pour renouveler le parc aussi des anciens appareils qui consommaient trop et qui étaient trop énergivores. Après, à l'époque aussi, un lave-linge tournait beaucoup moins qu'actuellement. Un lave-linge, vous l'utilisiez moins souvent qu'aujourd'hui. Vous faisiez moins de lessive, moins de choses comme ça. Quand vous faisiez une lessive, vous mettiez beaucoup plus de linge ou de choses comme ça. Aujourd'hui, pour 3 chaussettes, on va faire une lessive. Il y a beaucoup de gens qui, pour 3 chaussettes, font une lessive. Nous, on a le cas d'appareils qui reviennent avec en fait des surdoses de lessive. Une des premières pannes, c'est la surdose de lessive et un appareil qui met un code panne parce qu'en fait, quand il n'y a pas assez de linge avec la lessive, ça va se mettre à mousser dans le lave-linge et donc la mousse remonte dans le tuyau d'évacuation et on a un code panne. Ça, c'est très fréquent. Parce que les gens, j'avais 2 têtes d'oreiller et 3 chaussettes à faire tourner, on a fait une lessive. Voilà. Donc ça, effectivement, si vous faites vous avez beau avoir une classe énergétique A, vous faites 10 lessives par semaine, autant en faire une en classe énergétique E. On revient au même. Après, c'est aussi dans la façon d'utiliser son produit qu'il faut utiliser des programmes plus économiques où on va moins chauffer, on va mettre moins d'eau, des programmes plus courts, des choses comme ça. Ça, c'est dans l'utilisation aussi des appareils qu'on va s'y retrouver. Oui. Moi, j'ai une question concernant est-ce qu'on a déjà calculé tout ce qu'aurait pu, est-ce qu'on sait ce qu'a pu permettre d'économiser l'innovation technologique? Je prends un exemple. Le baladeur MP3 qui est construit exprès pour le renouveler très rapidement avec des batteries soudées, des choses comme ça. Mais est-ce qu'on a déjà calculé l'économie qu'apporte le baladeur MP3 par rapport à toute l'industrie du disque physique qui incluait la production de jaquettes, de cellophane, d'impression de CD, de transport des CD dans les distributeurs, du déplacement de la personne chez le disquaire pour aller chercher son CD. Est-ce que tout ça, parce qu'on parle beaucoup même dans le cas de la dématérialisation, des choses comme ça, d'une empreinte carbone écologique, mais par rapport à l'économie des usages que ça a pu permettre, est-ce qu'on a déjà fait ce calcul? Après, très franchement, je ne pourrais pas répondre comme ça, je ne sais pas. Quand on va dématérialiser un CD par exemple en virtuel, il va quand même derrière y avoir une gestion de site internet, donc l'utilisation d'un ordinateur, de câblage, etc. Voilà, de plein de choses. La création, l'utilisation d'un CD, ça nécessitait la fabrication du CD en lui-même, du plastique, etc. Très franchement, je ne pourrais pas répondre.
Je pense que ça a dû être quantifié. L'ADEME, je pense, travaille sur ce genre de choses. Il y a des associations, il y a plein de choses. Christian parlait de rapports. Il y a plein d'organismes qui s'attachent à travailler là-dessus. Après, je pense que les fabricants, ils travaillent eux-mêmes. Je pense qu'ils ont eux, des rapports en interne. Ils doivent savoir évidemment ce que ça implique en amont, en aval, etc. Moi, répondre à cette question-là, ça va être difficile. Je pourrais pas. Ouais, je voudrais juste donner un chiffre pour quand même relativiser cette idée que ces technologies nous permettent d'économiser l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie nécessaire pour faire tourner Internet au niveau mondial émet autant d'émissions de gaz à effet de serre que l'ensemble de l'industrie aéronautique. C'est énorme. Une ville il y avait un exemple dernièrement à la télé, on voyait un centre internet qui se situait à Zurich et au-dessus du centre, il y avait une piscine olympique qui était chauffée avec la chaleur dégagée par les ordinateurs. Et là, il ne s'agit que de la chaleur dégagée, il ne s'agit pas de l'énergie utilisée. Aujourd'hui, ces techniques, si tu veux, le MP3, peut-être qu'il utilise moins d'énergie que la fabrication du CD, etc. Mais il y a multiplication des MP3, il y a multiplication de l'utilisation. Parce que ton disque vinyle, tu ne l'utilisais que quand tu étais dans la pièce. Là, le MP3, tu peux l'utiliser à n'importe quel moment, tu le recharges, etc. Il y a souvent un effet rebond. C'est-à-dire que individuellement, pour la même utilisation, on pourrait dire qu'il y a économie. Mais comme l'utilisation a totalement changé, c'est souvent pas comparable. Et là, pour en revenir à ces fameuses techniques de l'information, etc., aujourd'hui en France, je crois que c'est 15% de l'électricité utilisée qui est utilisée pour l'informatique. C'est énorme. C'est absolument énorme. Les gens qui utilisent leur ordinateur le laissent allumer toute la journée, etc., etc. Donc, je pense que c'est surtout un argument de vente, c'est surtout un argument de la part des fabricants, toute cette nouvelle phraséologie autour des techniques vertes, etc. Je crois que la réalité là aussi, elle est tout à fait différente et qu'en réalité on a un gaspillage énergétique et au niveau des émissions de gaz à effet de serre, un bilan qui est certainement beaucoup moins beau que celui qu'ils veulent nous présenter. Moi j'avais une question encore en revenant sur la manufacture de biens et sur le cycle de vie des produits. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des marques qui arrivent à produire des produits dont la durée de vie est aussi longue que ce qu'on faisait avant ou qui est plus longue en tout cas selon le rapport qualité-prix avec un entrée de gamme, on sait très bien qu'il ne va pas durer forcément très longtemps, mais est-ce que en y mettant le prix et en ayant des matériaux bien sûr. différents, on arrive à avoir justement des produits... Oui, alors je ne vais pas citer de marque, mais effectivement sur certains lave-linges, après c'est une question, êtes-vous prêt à mettre 1000 € dans un lave-linge qui va durer 15-20 ans, ou bien êtes-vous prêt à mettre 120 € dans un appareil qu'on vous garantit 2 ans? Voilà. Mais oui, il existe effectivement des produits de qualité, il y en a comme partout, comme dans tous les domaines je pense. Oui, l'argument effectivement c'est qu'il est réparable aussi. Après, bon, oui, ça redevient un argument commercial, effectivement, le fait que ce soit réparable. Mais oui, on trouve des produits, nous on aime travailler ces produits-là parce que on n'en a pas souvent, c'est ce qui fait l'exception, la rareté. On n'en a pas souvent et donc quand on en a, on est content de travailler dessus. C'est souvent des pannes, effectivement, tu le disais, faciles à réparer, accessibles, et ça nous permet de proposer des produits de super qualité à un prix vraiment ultra intéressant, parce que je vais pas vous vendre quelque chose qui vaut 1000 € neuf, je vais pas vous le vendre 800 €, je vais tabler sur un prix maximum de 250 €, mais vous aurez un produit qui dans le commerce vaut 1000 €, et là c'est ma fierté de pouvoir proposer un produit qui va durer dans le temps, qui sera de bonne qualité. Comme je disais, on le voit très vite, une machine de bonne qualité ça pèse 100 kg, un lave-linge classique ça pèse 45-50 kg, les matériaux utilisés sont pas les mêmes, mais le prix à la base n'est pas du tout le même aussi, il y a un rapport de 10 fois plus. Tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui à mettre 1000 € dans un lave-linge. La question, elle est là. Ouais. Oui,
Alors juste pour rebondir sur ma question de tout à l'heure, la magie d'Internet a permis à un internaute qui suit la conférence en direct de nous donner la réponse. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas eu à se déplacer en voiture et tout ça pour nous la donner. Donc d'après une étude, un MP3 en gros, enfin je ne vais pas donner les détails, mais dégage 13% de ce que dégage un CD. Et dans l'étude, ils ont comptabilisé ce que j'évoquais, c'est-à-dire le transport, le cycle de vie complet de l'appareil, du magasin qui vend le CD, enfin plein de choses. Et donc en gros, la production d'un CD, d'un MP3, c'est 7 mégajoules. Un CD, c'est 12 mégajoules et un CD avec boîtier, c'est 23 mégajoules. Enfin, il y a plein de chiffres. Donc voilà, c'était juste pour rebondir avec les réponses d'après une étude en live de ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. D'accord. Alors, merci pour cette question que je trouve super intéressante. Parce que justement, elle pose la question de savoir dans quel environnement on se situe. Oui, mais en fait, c'est de l'énergie. Si on revient effectivement sur de l'énergie, mais c'est du plastique à un moment donné, c'est un plastique qu'on peut retrouver sur une plage. De l'énergie, c'est de l'énergie qu'on produit, et après, on se pose la question du choix d'énergie qu'on veut produire. Alors, on peut choisir du nucléaire, parce qu'on a un peu ça en France, pour des raisons industrielles, étatiques, tout ce qu'on veut, ou alors on va faire de l'éolien. Bref, mais tout ça se recoupe, et dans ta préoccupation, il y a une préoccupation qui est environnementale, et une autre qui n'est pas énergétique pour le coup. Alors que la consommation, vue sous cet angle-là, on parle de joules, elle est énergétique. Donc tout dépend de l'angle d'approche. Je disais tout à l'heure que pour une machine, maintenant la machine, ça devient un argument de vente que c'est réparable, parce qu'effectivement aujourd'hui on a des produits qui sont faits pour faciliter au maximum les choses. Aujourd'hui on parle de l'iPhone 4, 5 ou je sais pas trop quoi. On est sur des écrans digitaux, on n'a pas besoin de sortir une vieille imprimante, un vieux clavier. On n'a pas besoin d'un vieux clavier pour rédiger son premier roman ou les histoires de je ne sais trop quoi. Aujourd'hui, on peut, de manière assez, automatique, autant auparavant, quand vous étiez, on vous formait pour être une secrétaire. Les grands patrons avaient une secrétaire. Aujourd'hui, n'importe qui peut écrire. J'ai eu des profs qui ne savaient pas écrire sur un ordinateur. Aujourd'hui, je défie n'importe quel enfant de 7 ans de ne pas savoir écrire sur un clavier. Donc on a évolué, les choses ont produit une certaine forme de facilité. On parle d'ergonomie ou tout ce qu'on veut. C'est à peu près partout dans tous les pans de notre vie finalement. Auparavant, on parlait tout à l'heure d'égalité homme-femme, l'homme ne se préoccupait probablement pas de savoir comment fonctionnait une machine à laver, jugeant que c'était trop compliqué. Maintenant, aujourd'hui, l'homme est a priori capable de pouvoir utiliser une machine à laver. Je dis a priori parce que l'objectif, c'est pas de discuter sur l'égalité homme-femme. Mais a priori, un gamin de 5 ans, il pourrait l'utiliser. Donc, pourquoi pas un homme d'une quarantaine d'années. Bon, voilà, je pense que vous voulez intervenir. Alors moi, il y a quelque chose qui me dérange, en fait, quand vous parlez de recyclage et tout ça. Moi, ce qui me pose problème, en fait, c'est que j'ai l'impression que on peut continuer, en fait, à consommer, tant qu'on a de l'argent, en fait. Donc si on est riche, on va pouvoir acheter un iPhone 5, on va pouvoir acheter une nouvelle machine à laver qui va durer longtemps, 1000 €. Et du coup, après, on va l'amener justement à Recycle Eco. Et bien, quand on est étudiant ou quand on n'a pas de thunes, on pourra acheter une machine à laver. Et moi, ça me dérange ça, parce que j'ai l'impression que si on est riche, c'est quoi l'intérêt alors ? Enfin, comment on peut sensibiliser quelqu'un qui a de l'argent si on continue à dire qu'on peut consommer et consommer ? Enfin, moi, j'ai... Alors, c'est pas consommer, mais c'est effectivement consommer différemment. Même parmi les gens riches, on a des gens riches qui sont clients chez nous, il y a de tout. Il y a des opportunistes, il y a de tout. Des gens qui ont les moyens de s'acheter le dernier iPhone 5 qui coûte 1500 €, mais qui vont préférer l'acheter 300 € chez nous. Enfin, c'est un exemple. Mais, vous voyez, après, on ne peut pas être derrière chacun, entre guillemets, c'est chacun est maître de son propre destin et son mode de consommation, quoi. Vous avez décidé de consommer différemment. Je sais pas, je vois pas. Ce qu'elle veut dire, je pense, c'est que les riches peuvent continuer à consommer, à envahir notre planète de merdasse. De toute façon, il y a Recycle Eco ou autre système. Tu vois, ouais. Effectivement, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Aller acheter la machine à laver. D'accord. Tu vois, voilà, c'est ça. Ouais.
Ils ont du boulot pendant 2 ans. Oui. Je pense pas. Je pense que c'est des cycles. Il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Je pense qu'on ne pourra pas indéfiniment aller. Comme disait Christian, déjà, on est sur des problématiques de ressources naturelles, environnementales. Il y a des cadres légaux qui sont en train de se mettre en place. Je pense que quand même les choses avancent doucement, c'est vrai. C'est des choses qui prennent du temps. Malheureusement, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Après, chaque chose en son temps. Je ne sais pas, je peux pas trop m'avancer. Non, alors mince. Il s'agit d'un acte de consommation individuelle, alors on ne va pas préjuger de consommation de riches ou de pauvres. On va prendre une dernière question, puis après on conclura. Non, c'était juste pour rebondir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette remarque parce que je ne suis pas cliente à Recycleco, mais à Emmaüs, j'y vais souvent et je vois qu'il y a autant de riches que de pauvres dans la clientèle. Même au contraire, je pense qu'il y a plus de gens qui ont les moyens d'acheter du neuf que des gens qui n'ont pas les moyens. Alors, je ne pense pas que ce soit lié la clientèle. Oui, non, mais je pense que de toute façon, jusqu'à maintenant, les multinationales n'ont jamais été intéressées par le recyclage. Et tout ce qui est circuit court, recyclage, ce type d'entreprise de réinsertion, ça ne les intéresse pas. Et en plus, si ça se généralise, ça va mettre en danger une partie de leur activité économique. Donc, moi, je pense que l'avenir, il est là-dedans, c'est-à-dire dans la réutilisation au maximum des produits, dans le fait de plus se laisser aller à consommer le dernier truc, le dernier machin. Je sais pas moi, le col de la chemise est usé. Une chemise, si ma mémoire est bonne, c'est 18 000 litres d'eau pour le coton qui a servi à la chemise. Et je vous parle pas des pesticides qui ont empoisonné toute une région et les travailleurs qui travaillaient dans le coton. Donc vous allez, si vous savez le faire, tant mieux, moi je sais pas le faire, vous allez chez une couturière qui vous retourne le col de la chemise, vous avez une chemise neuve pour très peu de choses et vous avez participé à la protection de l'environnement au lieu d'aller acheter une chemise neuve dont le coton aura dû être planté. Je pense que ce type d'économie qui va être recentrée localement, à mon avis, c'est l'avenir. Alors, comment ça se mettra en place, quelles seront les modalités, je n'en sais rien, mais à mon avis, c'est ce type d'initiative, c'est l'avenir. Mais l'un n'est pas exclusif de l'autre. Non, mais je suis bien d'accord. Mais lorsqu'on parle de décroissance, lorsqu'on parle de villes en transition, etc., on parle tous de la même chose. Lorsqu'au départ de ce soir, je parle d'espace environnemental dont on parle depuis quand même pas mal d'années déjà, c'est exactement la même chose. C'est n'utiliser que la part des territoires qui sont très éloignés de tu parlais du Rwanda tout à l'heure, très éloignés de notre quotidien. Ce sont des problèmes très globaux, très collectifs, très sociétaux, et néanmoins les réponses sont vraiment individuelles dans le cas par cas sur notre acte individuel de consommer. Et je le prendrai comme une conclusion et je tiens à vous remercier tous de votre participation et de l'intérêt que vous avez manifesté pour ce thème-là. Donc il y aura un autre thème sur les déchets le 23 avril, si je me trompe, et toujours sur cette logique des déchets et sur la sensibilisation que l'on peut faire à l'environnement. Il y a les initiatives Océane dans 2 semaines, co-organisées aussi par Surfrider, événement auquel je vous invite à participer pour travailler aussi dans cette prise de conscience individuelle de ces problématiques environnementales. Voilà, je vous remercie. Je vais répondre juste à votre question. Là, vous vouliez les coordonnées de Recycleco. On a un site internet www.recycleco.fr sur lequel vous trouverez l'ensemble des coordonnées des 3 magasins et tous les produits disponibles. Voilà. De rien.